Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, le média internet avec de nombreuses vidéos thématiques que vous retrouvez sur le site. Je vous rappelle qu'Immedia, ce n'est pas uniquement une chaîne YouTube, c'est aussi un site internet. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons avec Hélène Cellier pour cet espace thérapeute. Hélène, bonjour à toi, merci d'avoir été présente pour cette émission. Il y a beaucoup de route qui a été effectuée puisque tu nous viens d'un petit patelin entre Cannes et Nice. C'est ça. Et tu es venu pour nous parler de la communication animale. Alors là, moi, je suis très content parce que, voilà, ils sont pas non plus très nombreux pour nous parler de la communication animale. Alors, il y en a un petit peu dans justement le nombre de thérapeutes qu'il peut y avoir avec tous ces clairvoyants, etc. Mais force est de constater, pour ma part, que tout le monde n'est pas ce qu'il prétend être. Donc c'est pas forcément évident. Mais nous avons un très très bon ami en commun que j'apprécie énormément, Benjamin Massal. Benjamin, voilà, on t'embrasse, Hélène et moi, pardon. L'occasion donc de voir ton parcours, de voir comment tu t'es ouvert à ce que l'on appelle la communication animale, de voir ce que tu proposes pour tous ceux et celles qui sont intéressés. Et je sais qu'il y a énormément de monde. Ton site internet, c'est très simple. Pour tous ceux et celles qui vont suivre cette interview, je vous invite directement à en parallèle peut-être aller sur le site d'Hélène, www.hélène-cellier.com. Hélène, vous ne mettez pas les accents, le tiret c'est le tiret du 6, et Cellier que je vous appelle S-E-2-L-I-E-R, hélène-cellier.com. Alors, tu as 25 ans, et donc c'est relativement jeune. Et quand je dis relativement jeune, c'est pas péjoratif, loin de là, mais c'est pour replacer ta génération par rapport à la mienne. Ça n'a rien à voir au même âge, notamment par rapport à certaines perceptions, où vous êtes de plus en plus nombreux à vous ouvrir à certaines capacités qu'a l'être humain d'une manière naturelle. Et puis des fois on ne demande rien, ça nous arrive, ça nous tombe dessus, et puis selon notre bagage, ça peut être des fois un peu démotivant, ça peut faire peur. Voilà, alors j'aimerais que tu puisses commencer par nous parler de toi, de savoir un petit peu dans quel milieu tu as grandi, ton rapport aux animaux avant ce que tu vas nous raconter. Enfin voilà, un petit peu l'ambiance générale de ce dans quoi tu as évolué. D'accord. Moi j'ai évolué dans une famille où on n'était pas du tout ouvert à tout ce qui était énergétique et tout ce qu'on entend parler au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai grandi, j'ai fait des études comme tout le monde où je suis partie. Donc j'ai fait aide-soignante, donc j'ai travaillé dans le domaine hospitalier, donc j'ai accompagné des gens en fin de vie, donc j'ai touché un petit peu le côté de la mort, qui est assez difficile à percevoir quand on a 18 ans et quand on le prend de plein fouet, c'est un peu violent. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de partir sur les enfants. Je me suis dit ce sera plus cool et il y a moins ce côté de perte, on va dire. Donc j'ai travaillé en école maternelle pendant 3 ans. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'évoluer, on va dire. Et puis j'avais demandé à passer un concours que j'ai lamentablement raté. Mais tout est juste, donc après on comprend pourquoi. Et puis entre-temps, j'ai perdu un ami, donc brutalement. Et c'est là où toute ma vie a changé. Puisque après son décès, 2 mois après son départ, j'ai commencé à pouvoir échanger, discuter avec lui, avoir des rêves où il était présent, où il m'expliquait où il était, ce qu'il était en train de faire. On se marrait la nuit comme on peut parler, vous et moi. Donc c'était vraiment assez particulier. Alors, j'aimerais que tu puisses, je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler Céline et parfois je fasse attention. Pourtant ça ne va pas être compliqué, ouais. Hélène c'est le prénom de ma filleule. Donc, d'accord. Hélène, j'aimerais que... Alors, on va se vous voyer puisque tu lances sur le vouvoiement. Est-ce que le fait d'avoir perdu cet ami proche, quand tu parles de communication, tu parles de tes rêves. Or, on peut communiquer sans passer par l'intermédiaire des rêves. Ouais. Donc, est-ce que cette communication se faisait aussi bien dans les rêves qu'en dehors des rêves, ou est-ce que c'était vraiment exclusivement les rêves ? C'était avec les rêves et en dehors des rêves. D'accord. C'était vraiment il y avait un ressenti, il y avait cette perception où vous vous dites, elle est là, cette personne, et vous sentez des caresses, etc. Et vous dites, mais t'es vraiment là ? Est-ce que c'est toi ? Et vous avez un signe
ou quelque chose que vous aviez juste en commun avec cette personne et vous dites ok. Et quand on ne connaît pas, on se dit je deviens totalement folle. Donc pendant 1 an, j'ai rien dit à personne. J'ai continué à avoir cette communication, à continuer ma petite vie et tout en cherchant à côté pourquoi il m'arrive ça, est-ce que je suis la seule, qui est-ce qui peut m'accompagner, qui peut m'aider, etc. Et c'est comme ça que je suis arrivée à rencontrer Benjamin. Donc quand je l'ai rencontré, il m'a fait un dégagement énergétique puisque il permet de se libérer aussi de tous les à côté, puisqu'on peut attirer des personnes décédées qui sont positives entre guillemets et des personnes qui vont vous pomper votre énergie. Et là, c'était mon cas. Donc Benjamin m'a totalement libérée pour le coup. Et le lendemain, je recommençais ma vie. Donc Benjamin est une belle rencontre aussi dans ma vie, puisque c'est grâce à lui que j'ai été ouvert à tout ça et que je me suis lancée totalement. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail parce que c'est super intéressant en même temps quand on commence à avoir ce genre de communication. Ça peut être à différents niveaux de communication. Tu nous dis que c'est aussi bien dans les rêves qu'en dehors des rêves. En dehors des rêves, tu nous dis que cette communication avec cet ami décédé se faisait surtout par des signes, on va dire des synchronicités, peut-être des craquements, mais pas de voix qui te parle ou ce genre de choses. Des voix, ça peut arriver, mais c'est très rare. C'était vraiment plus des sensations, des ressentis. Ça vous prend aux tripes et vous vous dites ok, je peux pas me tromper, il n'y a pas d'erreur. C'est vraiment ça. Alors que dans les rêves, par contre, il pouvait y avoir des échanges, des partages. Oui, dans les rêves, il y avait vraiment je voyais la personne. Et il y avait comme si on était dans la vraie vie, mais en rêve. C'est vraiment ça. D'accord. Est-ce que dans ce genre de rêve qui est quand même assez prégnant, enfin je veux dire au réveil, difficile de pouvoir les évacuer et certains d'entre eux peuvent revêtir une réalité très dense, même si c'est un rêve. Est-ce que avant cet épisode de son départ, son décès, est-ce que pour ce qui était des rêves chez toi, c'était quelque chose qui était important, qui revêtait une place assez importante au regard des gens que tu accompagnais quand tu as commencé pour les personnes en fin de vie, voire peut-être même les nouveau-nés. Est-ce qu'il y avait un rapport aux rêves qui était déjà un peu particulier ? En fait, avant, je me rappelais jamais de mes rêves. C'était vraiment, je dormais et les gens qui me disaient « Ah, j'ai fait ça comme rêve », moi, je me rappelais pas. Et c'est vraiment ce point de départ qui a lancé tout ça. Avant, les rêves, c'était... je savais pas ce que c'était. Eh ben, ok. Alors, pour ce qui est tu parles d'aller voir Benjamin, puisque Benjamin est entre autres thérapeute et exorciste. Ouais. J'aimerais essayer de saisir quel était ton rapport déjà à ce qu'on peut appeler le monde invisible. Peut-être dans le cadre de ta culture familiale ou le milieu dans lequel tu as grandi. Qu'est-ce que pouvait revêtir cet autre monde ? Est-ce qu'il existait ? Est-ce que c'était une croyance ? Voilà un petit peu tes bases par rapport à ça. En fait, dans la famille, c'est un peu tabou de parler tout ça. Donc moi, j'avais mes propres croyances au niveau du bouddhisme, etc. Pour moi, il y avait cette possibilité d'autre chose derrière. Mais quoi, voilà, c'était... tant que c'est pas palpable, pour moi, c'était un peu délicat de savoir. Donc c'est vraiment ce côté où on a grandi dans la famille sans se parler de qui pense quoi. D'accord. Et puisque tu parles de bouddhisme, est-ce qu'il y avait une ouverture en rapport avec ce qu'on appelait le domaine ou les domaines énergétiques de la part de ta famille ? Pas du tout. Ok. Des frères et des sœurs ? Oui, 2 grandes sœurs. 2 grandes sœurs, ok. Le départ de ton ami, t'avais quel âge ? J'avais 19 ans. D'accord, ok. Quand tu finis par tomber sur Benjamin, tu nous fais part qu'il y avait ton ami, mais il n'était pas tout seul, de ce que je comprends. Donc c'est comme si, en tant qu'intermédiaire, médium, et encore là je ne suis pas sûr qu'on peut parler de médiumnité parce que tu perçois des signes, tu perçois des ressentis, mais qui seraient tout à fait, entre guillemets, valables pour plein de gens. Oui. Par contre, il y a les rêves qui apparaissent avec une certaine intensité. Qu'est-ce qui te fait penser que
eh bien, t'es vampirisé, si on peut appeler ça comme ça, qu'il y a d'autres esprits que ton ami décédé qui est présente. Qu'est-ce qui te met un peu la puce à l'oreille finalement dans cette histoire? En fait, un soir, je vais me coucher. J'étais chez mes parents et en me couchant, c'est comme si vous avez une personne qui vous attrape comme ça d'un coup. Et je me suis sentie en me disant « Ah non, je veux pas ». Et là, j'ai mon chat automatiquement qui est venu et qui s'est posé exactement à l'endroit où j'avais senti cette prise qui était glaciale. Et mon chat s'était posé là, et là, j'ai plus rien senti. Et je me suis dit « Bon, on va laisser faire le temps et les choses ». Et quelques jours après, il y a donc le chat de mon papa qui, dans la nuit, faisait des miaulements, mais comme pour les alerter qu'il se passait quelque chose. Et moi, j'avais un sommeil très, très agité, puisque dans la nuit, en fait, si vous voulez, j'avais comme des yeux, des griffes qui venaient vers moi, mais je ne savais pas gérer tout ça. Et en fait, ce chat-là voit, ou je ne sais pas comment expliquer ça, mais voulait les avertir de venir me réveiller pour que je sorte de cet état où voilà, vous êtes en sueur, vous êtes mal, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous réveiller parce que vous êtes en larmes, vraiment pas bien. Donc tout s'est déclenché avec les animaux au final, c'est eux qui ont déclenché tout ça, cette prise de conscience. D'accord. Quand on est en proie à ce genre de manifestation et que ça ne fait pas partie de notre quotidien depuis qu'on est gamin, etc., que ça reste du domaine du possible mais qu'on ne l'a pas expérimenté, comment on fait pour s'orienter, vers qui chercher, trouver, sachant, comme je l'ai dit en préambule de l'émission, il y a de tout, hein. C'est comme un plombier, un boulanger, il y a des bons, des mauvais, des charlatans. Comment est-ce que vous avez procédé? Alors en fait, à l'époque, il faut remonter un petit peu en avant, j'ai ma grande sœur qui a récupéré un chat qui avait l'arrière-train cassé. Et donc, elle a cherché sur Internet une communicatrice animale pour savoir le chat, etc., comment il allait se sentir. Et avec ma mère, on en a discuté. Elle m'a dit, on va la contacter pour savoir si elle connaît pas quelqu'un qui peut t'aider, t'aiguiller. Et donc, c'est grâce à elle que elle m'a envoyé vers Benjamin. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce que Benjamin quelle avait été ta demande auprès de Benjamin et quelles avaient été ses réponses? D'accord. Ma demande, c'était... je lui ai expliqué en fait ce que je vivais et lui il m'a assis et pendant 45 minutes, il a parlé. Il a fait des choses magiques, on va dire, parce que quand on ne connaît pas, c'est un peu particulier de vivre ça. Mais il a posé ses mains sur ma tête et j'avais l'impression qu'il était à l'intérieur de moi. Et à la fin de la séance, on est restés tous les deux. Et là, il m'a raconté ma vie alors qu'il ne me connaissait pas. Et il m'a raconté des choses que j'avais vécues, etc. Et qu'il était temps de passer à autre chose. Enfin, vraiment... donc ça a été bluffant aussi pour moi, pour le coup, parce que je ne connaissais pas ça du tout. Hors antenne, vous me faisiez part, ça va être difficile, hein, vous me faisiez part que avant d'avoir à consulter Benjamin, vous restiez au lit toute la journée, totalement épuisé, juste de quoi avoir suffisamment d'énergie pour se lever, manger et repartir se coucher. Ça a duré combien de temps cet état, entre guillemets? Ça a duré 1 mois à peu près, jusqu'au moment où ma mère m'a dit stop, maintenant il faut changer les choses. Et quand j'ai su que j'avais rendez-vous avec Benjamin, en fait, c'était à l'intérieur de moi une angoisse de me dire je vais les perdre. C'est vraiment ce côté où ils vous pompent tellement que vous dites mais sans eux, sans tout ce qu'ils sont, est-ce que je vais pouvoir vivre? Est-ce qui je vais être réellement sans eux? Donc ça, mais je les avais depuis un long moment aussi. C'est avant petit même le à décès. Petit. Après, en fait, le décès, après le décès, j'ai ouvert la porte et tout est venu en même temps. D'accord. J'aimerais savoir si vous aviez décidé, peut-être avec vos parents à ce moment-là, d'aller voir des médecins pour trouver une explication dite rationnelle sur le fait que vous étiez totalement épuisé, parce qu'il peut y avoir des maladies. Aujourd'hui, la maladie de Lyme, par exemple, est tout à fait, concorde tout à fait avec ce genre de symptômes, entre autres. Non, on a eu vraiment le premier réflexe de contacter cette dame pour lui demander de l'aide. Puisque derrière, j'avais ces rêves où j'en ai fait part à ma mère en lui disant « Écoute, faut que je te parle parce que je pense que je deviens folle. » Et donc là, je lui ai raconté toute l'histoire depuis le décès. Et elle m'a dit « Mais non, on va trouver une solution, t'inquiète pas, on va la contacter et on va voir ce qu'on peut faire. »
Merci maman. Merci maman. Est-ce que parmi les rêves, il y avait uniquement votre ami décédé ou d'autres? Alors, après, j'ai eu d'autres personnes décédées qui sont venues me voir pour passer des messages à d'autres personnes, entre autres, oui. Que vous connaissiez? Que j'ai rencontré une fois, mais j'avais une amie en commun, et cette personne, après son décès, m'a dit dis-lui que ma sœur était très belle à mon enterrement. Donc à 5h du matin, je me réveille et je lui ai envoyé le message, et elle me dit mais pourquoi tu m'envoies ça? Je dis c'est telle personne qui m'a dit de te dire. Elle m'a dit je suis allée coiffer sa sœur pour son enterrement. Donc ça a été un peu... Mais voilà, c'était pas quelque chose pour moi, c'était voilà. De temps en temps, j'avais des messages comme ça, je transmettais, mais sans plus en fait. Je me rendais pas vraiment compte de ce que j'étais en train de faire. Est-ce que Benjamin vous a expliqué pourquoi ces esprits venaient, entre guillemets, vous squatter ou vous vampiriser? Benjamin, il m'a expliqué pourquoi. Parce qu'à l'époque, j'étais avec une personne qui... on n'était pas du tout dans la même énergie. Une relation de couple? Oui. Et c'est cette personne-là qui m'a amené ces gens-là. D'accord. Donc je lui dis merci au jour d'aujourd'hui, puisque j'ai rencontré Benjamin. Donc grâce à cette personne, en fait, ça m'a permis d'évoluer aussi. Est-ce qu'il y a des... Parce que j'entends, moi, tous ceux qui sont derrière et qui se retrouvent dans une certaine mesure dans ton témoignage, ouais. Votre témoignage. Alors, parmi ces questions, l'une d'entre elles serait de savoir, qu'est-ce qui fait que la porte s'est fermée via Benjamin et que, quelque part, on est à même de laisser rentrer juste ceux qui sont bienveillants et pas ceux qui nous vampirisent? Est-ce qu'on peut choisir ça? Je pense qu'on ne choisit pas. Benjamin m'a permis de me dégager, mais après, par moment, chez moi, je sens qu'il y a des gens et j'appelle Benjamin. Donc je pense qu'on ne peut pas s'en... Il n'y a pas de moyen on peut se protéger en se disant, voilà, on a chacun nos techniques pour dire... se mettre un cadre, en fait, autour de nous en disant, ou de dire de telle heure à telle heure, je suis OK pour vous recevoir, mais les autres moments, non. Mais après, on ne peut pas dire oui ou non. On prend tout et ensuite on dispatche aux bonnes personnes. D'accord. Est-ce que la communication avec cet ami défunt, oui, suite à Benjamin, a été l'occasion de, alors je donne comme ça pêle-mêle, transmettre un message aux parents de l'ami, dire au revoir, le faire monter dans la lumière, moi qu'il était parti déjà dans la lumière, mais qu'il était venu spécifiquement pour toi, pour vous, pour vous ouvrir, entre guillemets? Enfin, est-ce qu'il y avait la raison de sa venue à lui? En fait, sa raison, c'est que j'ai beaucoup pleuré quand il est parti. Et c'était juste pour me dire, mais tout est OK, continue, en fait, avance. Et maintenant, c'est une personne... quand je dois prendre des décisions, je le demande à mon chat, mais souvent, il intervient dans la nuit en me disant « c'est bon, t'inquiète ». Et donc, je sais que je peux continuer. D'accord. Est-ce qu'il y a une explication sur le fait que c'est arrivé à ce moment-là, puisqu'on parle d'ouverture? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Enfin, peut-être que je ne sais pas si c'est Benjamin ou si c'est votre ami défunt qui vous a donné une explication sur cette ouverture, entre guillemets, soudaine. Est-ce que c'est le chagrin qui a permis d'ouvrir? Est-ce que c'est peut-être à un autre niveau? C'était, entre guillemets, peut-être prévu comme ça et c'était à ce moment-là et qu'il fallait le départ de votre ami pour que ça se fasse absolument? Enfin, est-ce qu'il y a eu une raison? Ou raison a été donnée ou pas? J'ai pas eu de raison donnée. Alors moi, je me dis que c'est ce point qui a fait que... Oui, bien sûr. Bon, c'est intéressant. Ouais. Donc les animaux sont là un peu comme des gardiens. On parle du chat de vos parents, de votre chat à vous aussi. Et puis comme, bien entendu, vous vous êtes mis en relation avec Benjamin Massal parce que votre mère connaît une communicatrice animale qui vous met en lien avec ce dernier. Donc, de votre parcours, que ce soit vis-à-vis de l'accompagnement à la fin de vie ou aux jeunes enfants, pourquoi avoir choisi la communication animale? Parce que, connaissant aussi un petit peu, je vais dire, ce milieu, oui, vous auriez pu très bien rester dans le cadre d'accompagner les défunts, de rassurer bon nombre de familles éplorées sur ce chemin-là.
voilà. Et pourquoi l'appel de ces animaux, ou des animaux au sens large du terme? Parce que quand on est communicatrice, en fait, il y a le côté, on est avec les animaux, on les écoute, mais on écoute aussi l'humain qui est en face de nous. Et moi, cet échange-là, ce côté humain, j'en ai énormément besoin. Et je pense que chaque personne est faite pour quelque chose. Et communiquer avec les défunts et rassurer les familles, c'est pas fait pour moi. D'accord. C'est vraiment ça. C'est le côté, les animaux ont beaucoup à apprendre et peuvent nous montrer le chemin. Et j'ai envie de... Vous dites à nous apprendre. À nous apprendre. En tant que nous, humains, ils nous observent en permanence et quand on communique avec eux, ils vont vous dire, mais là, tu peux faire comme ci ou comme ça. Et de transmettre ça à l'humain et de l'avoir un an après au téléphone en me disant, j'ai évolué, j'ai fait ceci comme il m'a dit, je suis là maintenant, etc. C'est juste génial, quoi. La première fois où vous communiquiez avec un animal, ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est beaucoup d'amour qu'on reçoit. C'est de l'amour inconditionnel, vraiment. Vous pouvez nous parler de l'expérience en elle-même? C'était avec C'était avec un chat. Le vôtre? Non. C'était, en fait, j'ai voulu me faire reformer puisqu'on est tous capables de communiquer. Donc j'ai suivi un stage et dans le stage, elle nous donnait en fait le chat d'un stagiaire. Et là, j'ai eu un chat qui m'a montré l'intérieur de chez lui. J'ai visité avec lui. Il m'a tout montré. Et il m'a montré un petit garçon avec des cheveux, mais comme un mouton. C'était vraiment ce côté-là. Et donc, quand je sors de la communication, je raconte à la dame, j'ai vu un petit garçon avec des cheveux de mouton, mais il me disait, on l'appelle mouton. Et la dame se met à pleurer parce qu'elle me dit, mais mon fils, on l'appelle mouton puisqu'il a une touffe énorme, vraiment. Et ça a été waouh. Tout ce qu'on peut voir à travers eux, c'est juste génial. Et puis tout l'amour qu'ils vous envoient, c'est juste génial à vivre en fait, vraiment. Ça, c'est dans le cadre de la formation. Oui. Pourquoi avoir choisi cette formation? Parce que vous nous parlez des humains et des chats ou des chiens, ouais. Bref, du monde animal ou du règne animal au sens large, et d'être cet intermédiaire entre eux et puis nous, quelque part. Mais ça ne me dit pas pourquoi, parce que c'est-à-dire qu'avant de faire cette formation, on pourrait penser que le monde animal, c'est un monde inconnu, vierge. Alors, quand bien même, il y a des milliers de gens en France qui ont des chiens, des chats, ouais. Mais c'est pas pour autant qu'ils choisiraient de cette voie-là ou de faire cette formation-là. Peut-être à tort, j'en sais rien. Mais alors, on peut entendre la symbolique de ce qui caractérise les chiens, les chats. Alors, je donnais des choses peut-être basiques. Donc, les chiens, c'est les gardiens des portes ou d'un domaine. Les chats, au contraire, c'est eux qui ouvrent vers d'autres dimensions. C'est pour ça qu'il n'y a aucune porte qui doit fermer avec les chats. On sait que tous les animaux, au sens large, enfin tout, je ne sais pas, je peux aussi me tromper, sont ceux qui vivent, en tout cas avec les humains, nous guérissent, prennent énormément sur eux de certaines maladies pour éviter qu'on les ait. Ils sont là aussi pour nous nettoyer, pour nous protéger, chacun avec son rôle, son règne, si on peut dire, ou l'esprit de groupe de chaque animal, si on peut dire. Bon, ça c'est une chose. Mais au-delà de ça, ça n'explique pas pour autant qu'on ait un appel pour faire une formation et peut-être même en désirer faire une profession, une vocation, que sais-je. En fait, ça s'est présenté à moi et c'était une évidence que c'était allez, vas-y, va là et tu verras. Et je me suis dit, avec tout ce que j'ai vécu, pourquoi pas aller voir ce que je suis capable. J'avais besoin de me prouver des choses aussi. D'accord. Et en allant là-bas, ça a été une grande claque, mais en positive, en me disant, j'ai enfin trouvé ma vraie voie et ma vraie vocation. Alors, ça veut dire quoi communiquer avec les animaux ? Je pose la question. J'ai eu l'occasion d'interviewer à plusieurs reprises Leila Del Monte, qui est apparue dans différents documentaires, reportages, et on voit à quel point c'est pertinent. Et elle n'est pas la seule, bien évidemment. Cela étant dit, communiquer avec des animaux, c'est comme de déchirer un voile, et puis là, il y a tout un univers qui pourrait s'ouvrir à nous, puisque l'être humain est très anthropomorphique, et s'imagine que les animaux sont comme des humains, mais en plus petit.
Donc, qu'est-ce qui vous a étonné dans le fait déjà de pouvoir communiquer avec les animaux et de prime abord sur ces univers-là? Ce qui est étonnant chez eux, c'est le côté où ils vont pas parler d'eux. Et puis, ils vont parler que de l'humain avec qui ils vivent, de tout ce qu'il peut leur apporter, de tout. En fait, c'est très intrusif une communication, puisque quand j'y vais, je sais que moi, je vais connaître la vie de la personne, mais la personne, elle ne sait pas encore. Et c'est le côté où l'animal va tout dire, tout ce qu'il a sur le cœur qui est important pour la personne. Il n'y a pas de filtre, tout est dit. Même si ça peut être violent pour la personne, l'animal va l'envoyer. Après, c'est à moi d'amener les choses en douceur. Mais il n'y a pas de filtre, c'est vraiment on rentre à l'intérieur de la personne. Et c'est aussi pour ça que c'est magique, parce qu'on peut débloquer des situations qui durent depuis des années en disant à la personne, mais là, c'est votre chat qui vous dit, c'est pas moi, c'est votre chat qui vous dit que maintenant, allez, on prend de l'élan et on repart sur de nouvelles bases. Donc c'est très intrusif, mais en positif pour la personne. Jamais les animaux parlent de leurs besoins ou de ce qui pourrait peut-être ne pas aller avec leur gardien, quand même, à les appeler Laila Demonte. Ils n'expriment pas de besoins de la part de ce qu'ils aimeraient que l'humain puisse leur donner? Alors, ils vont exprimer des besoins, mais ça va être sur un laps de temps qui est très très court. Ils peuvent dire j'aime pas mes croquettes ou elles me font mal à l'estomac, expliquer pourquoi, est-ce qu'on peut changer, est-ce que je peux avoir telle ou telle nourriture, ça peut être la litière est pas à la bonne place, faut la changer, ça peut être le copain chat ne me convient pas, elle aurait pu me demander avant de l'emmener, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, ils peuvent nous demander d'avoir des bébés, d'avoir un compagnon ou pas, ils peuvent s'exprimer sur tous leurs besoins. Alors comment d'après vous, on peut, sans être dans la communication animale, mais rentrer en communion avec eux, sans, entre guillemets, avoir à développer un dialogue? Mais il y a différents types de dialogues, hein, mais tout ça pour cette question, pour savoir comment est-ce que vous opériez avant de savoir communiquer avec les animaux, comment vous faisiez avec vos animaux, et qu'est-ce qui a profondément changé entre avant et maintenant? Avant, j'essayais de décrypter ce que mon chat essayait de me dire, par le fait que des fois, il s'asseyait devant moi, il me fixait, je lui disais, mais qu'est-ce que tu veux me dire? J'entendais pas, donc moi, je lui parlais. J'avais pas la réception, comme on dit. J'essayais de faire avec ce que je pouvais, comme tous les gens font, c'est en observant l'animal et en se disant, peut-être qu'il voudrait ça, ou les animaux sont assez forts pour nous faire comprendre ce qu'ils veulent aussi. Donc, généralement, on comprend bien. Mais ça reste en surface, on va dire. Que la communication va être... on va enlever la petite couche pour ouvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un animal, en fait. Est-ce qu'il est important de parler à son animal? Oui. En fait, les animaux, vous pouvez leur parler en permanence, ils comprennent tout. Et ils adorent ça, quand on parle avec eux. Et souvent, en fait, ils vont vous répondre. Donc, des fois, vous pouvez peut-être capter une info sans en avoir conscience. Mais de leur parler, c'est juste génial. Pour les départs en vacances, souvent je dis aux gens, vous pouvez lui dire je pars pendant tant de dodo et je reviens dans tant de dodo. Donc l'animal, lui, est apaisé à l'intérieur puisqu'il sait que vous allez revenir. Donc pour lui, ok, tout est ok. Donc c'est vraiment de parler, c'est super important pour les animaux. D'accord. Et ils comprennent nos mots. Ouais. Au-delà de la vibration qu'on émet avec... Ouais. Ok. Lorsque on a des animaux, bien évidemment, ces derniers ont des comportements qui laissent pantois, que ce soit nos chiens, nos chats, je ne sais pas si on a des chevaux ou pas, enfin bref, notamment dans des choses du quotidien, sur un chat qui va uriner sur les rideaux. Et alors, à l'heure actuelle, si on va voir un vétérinaire, par exemple, il va nous conseiller peut-être des pchit-pchit pour mettre, au niveau des phéromones, pour pas que notre chat y retourne. Est-ce que c'est une question d'éducation vis-à-vis de l'animal au tout début, histoire de lui apprendre, voilà, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Mais lorsque ce dernier fait quelque chose qui, en tout cas à l'intérieur de l'habitat d'une famille, on n'arrive pas à le faire arrêter. Est-ce qu'il y a Est-ce que c'est par manque de comment est-ce que je pourrais dire,
du fait qu'on élève, entre guillemets, un animal et qu'on lui a peut-être pas su lui apprendre telle chose, ou est-ce que c'est un message qu'il essaye de nous communiquer de cette manière-là parce qu'il ne peut pas faire autrement? Ou peut-être que c'est par sa nature. Les chats marquent leur territoire. Bon, les chiens aussi, remarquez. Oui. Alors, quand on m'appelle pour un comportement qu'on dit inadapté, la plupart du temps, en fait, le chat ou le chien ou tout ce que vous voulez explique pourquoi il a ce comportement-là. Il y a toujours un message derrière. Donc, un chat qui va uriner, vous pouvez en prendre 3. Les 3, le message est différent. C'est vraiment en fonction de la famille. Donc des fois, c'est parce qu'il y a une personne de la famille qui n'est pas intégrée dans la famille. Donc elle marque son territoire pour faire comprendre qu'elle doit s'imposer. Des fois, c'est tout simplement parce que la litière n'est pas à la bonne place. Parce que la litière n'est pas à la bonne place. Ouais. J'ai eu une dame, elle m'a appelée pour ça. Et je lui dis, mais vous avez 2 salles de bain? Elle me dit, oui, oui. Je lui dis, mais elle est en bas la litière, mais elle veut qu'elle soit en haut. Elle me dit, oh, vous êtes sûre? Je dis, essayez, vous me rappelez. Elle a mis la litière en haut. Le lendemain, elle m'a dit, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Et depuis, je ne l'ai jamais re-eu au téléphone, donc tout est OK. Là, c'était juste un problème de litière. Comment, Hélène, qu'est-ce qui caractérise? Parce que vous nous dites que la communication animale, tout le monde peut communiquer avec les animaux. Ouais. Quand vous avez fait ce stage, qu'est-ce qui caractérise le fait qu'on est un bon communicant animalier, si on peut dire ça comme ça? Parce que j'imagine que dans le stage, vous n'étiez pas toute seule, que pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Est-ce que le départ de votre amie et cette ouverture a été la justification qui vous permettait de mieux capter que d'autres? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a étonné finalement dans la technique en elle-même pour savoir écouter? En fait, la technique, elle est hyper simple. C'est ce côté-là où je m'attendais à quelque chose de hyper dur, en me disant, oui, de toute façon, ça va être rébarbatif. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment le côté où une fois qu'on s'est reconnecté à soi-même, c'est tellement fluide que c'est vraiment le côté où vous retrouvez la petite fille que vous étiez et ce mode de communication qu'on a tous étant bébé et qu'on a mis de côté en grandissant. Mais c'est quoi alors? C'est vraiment, en fait, la télépathie, c'est les enfants, les nourrissons, les nouveau-nés, tant qu'ils ne parlent pas, ils ont cet échange-là. En grandissant, on nous apprend à parler, donc du coup, on oublie ce mode de fonctionnement de penser et d'envoyer cette pensée-là. Des fois, je dis aux gens, quand vous partez le matin et que vous dites « Ah, j'ai oublié les croquettes », c'est juste votre chat qui a envoyé l'info « Oh, oh, mes croquettes » avant de partir. Vous l'avez perçu. Il n'y a pas de conscience derrière de l'avoir perçu, mais l'animal vous l'a envoyé. Alors, c'est quoi là où les conditions sine qua non pour rentrer en télépathie? Si je pose la question, vous nous disiez au début, mon chat, il se mettait devant moi, il me regardait, j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a ?» Bon, et lorsque vous avez fait ce stage, finalement, la différence, vous me dites ouais, c'est très simple. En quoi ça consiste? En fait, il faut se mettre dans un état, entre guillemets, méditatif de relaxation légère pour être sur la même onde, sur la même fréquence que l'animal. Et une fois que vous êtes en face à face, vous percevez le visage de l'animal, ou ça dépend du fonctionnement de chacun, mais vous avez l'image de l'animal. Et là, l'animal, lui, va utiliser tous vos sens pour communiquer. Donc, il peut vous envoyer des flashs, il peut vous envoyer des images, des mots. Des fois, ça peut être des phrases, et vous les écrivez, vous dites ça veut rien dire. Et c'est vraiment, ils utilisent toutes nos émotions. Tous nos sens, pardon, et les émotions aussi, tout est utilisé pour la communication. Donc c'est vraiment en s'écoutant soi. C'est furtif chez les animaux quand ils ont une douleur. Ils vont vous envoyer « Ah, ok, t'as mal à la patte avant droite », vous envoyez cette pensée. L'animal vous dit « Oui, oui, c'est bien ça. Ok, t'as mal à l'avant. » C'est vraiment... c'est très simple en fait. Et tous les gens qui font le stage réussissent. Après, chacun a son mode de fonctionnement. Mais c'est vraiment... Après, il y a des fois où on a des blocages parce qu'on n'est pas prêt à passer cette barrière. Mais en continuant, il y a un moment où on est prêt et on passe de l'autre côté. Quel genre de blocage? Qu'est-ce qui serait pour vous un frein pour que quelqu'un puisse apprendre cette communication télépathique? En fait, le seul frein, c'est le mental. Parce qu'en communication, on le met de côté, notre mental, pour laisser tout ouvert. C'est vraiment le seul. Et est-ce que vous diriez que pour vous, de faire ce stage-là,
elle était plus propice pour pratiquer et que ça marche. Après l'événement du départ de votre amie, qu'avant? Oui. Avant, j'étais pas dans le même état d'esprit. Donc avant, je pense que j'aurais été... ça serait pas passé. C'était pas le moment. Je pense qu'aussi, on sent... chez moi, je dis toujours tout est juste, dans le sens où il y a des gens, des fois, qui s'inscrivent à un stage et qui, un mois ou une semaine avant, me disent je peux pas. Et je sais que c'est juste parce que la personne n'était pas prête. Et je lui dis vous venez le mois prochain, et là, ça se fait. Et là, la personne, elle est prête. Et parmi les personnes qui ont eu l'occasion de faire des stages avec vous, ouais. Est-ce qu'à la fin d'un stage, est-ce qu'il y en a certaines, qui n'ont pas réussi ou sont encore beaucoup trop dans le mental? Non. Non. Ok. Ah, ouais, super. En fait, je prends des petits groupes. Il y a une personne qui travaille avec moi qui est là aussi. On prend au maximum 10 personnes pour être au plus proche de chacun. Ça dure pendant 2 jours. Et c'est de mettre à l'aise. Et justement, s'il y a un blocage, de prendre la personne à part, de voir le blocage, de l'aider à passer le blocage pour l'accompagner dans cet univers. C'est vraiment le but. D'accord. C'est assez bluffant de voir que finalement cette capacité, elle est à la portée de tout à chacun. Ouais. Et puis qu'on se met, on se tire les cheveux, on a des idées incroyables qui nous viennent à l'esprit alors que c'est extrêmement simple. Donc on peut penser que cette communication retrouvée, vous l'opérez aussi avec des êtres humains, que ce soit votre chérie, votre mère, père, ami. Les limites, elles sont où? Les limites, c'est... Moi, je me les suis fixées, c'est qu'avec les gens, non. D'accord. Pourquoi? J'aimerais pas qu'on me le fasse. C'est vraiment ça. De communiquer en télépathie avec vous? Ouais. Alors, j'accepte avec des gens très proches. Voilà. Ça, mais on le fait automatiquement. Il y a des moments où vous avez envie d'appeler votre maman, elle vous appelle. Ah tiens, j'étais en train de penser à toi. Tout le monde a déjà eu ça. Mais après, de rentrer vraiment en profondeur, ça, non. C'est intrusif. Intrusif, c'est pas... Non. D'accord. Lorsqu'on parle de communication avec les animaux, il y a quelque chose aussi qui est plus surprenant, c'est-à-dire que le monde animal est qualifié de très instinctif. Et que ce soit les chiens, les chats, ça ne va pas les empêcher de se battre. Et quand on communique avec eux, on aurait le sentiment que c'est quelque chose de très humain. Alors, comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous nous avez donné cet exemple tout à l'heure, la première fois que vous avez communiqué avec ce chat, puis vous nous avez donné différents exemples de ce qui pouvait se passer, où ils sont à même de pouvoir très bien expliquer la litière, les croquettes, ce qui va bien, ce qui ne va pas, voir tellement d'amour, de prendre certaines énergies pour éviter qu'on tombe malade à notre place, voire des fois de carrément mourir pour nous, pour dire. Donc, je serais curieux de savoir quoi penser lorsqu'on voit 2 chiens qui se battent ou 2 chats qui se battent, parce que là, concrètement, moi, personnellement, qui ai eu un chat à un moment donné, quand je le voyais se battre dans la rue, j'ai dit, bon, en dehors de miauler à des 2h du matin et de crier, que c'est des trucs complètement hallucinants, on peut aussi se dire que, de toute façon, c'est des chats, ils se battent pour être le roi de la rue, d'avoir potentiellement les femelles, même s'ils sont castrés. Bref, il reste des animaux au même titre que un chien. Normalement, il est censé y avoir une meute et qu'il y a un dominant, dominé. Donc, est-ce que le fait d'avoir cette communication n'enlève pas trop, justement, de cette part animale qui les caractérise quand on ne sait pas communiquer avec eux? Non, et puis... des animaux qui vont se battre, c'est comme nous les humains, parfois il y a des gens avec qui on n'a pas l'affinité, c'est exactement pareil pour eux. C'est le côté où non, je l'aime pas. Des fois vous allez dans une famille, il y a 3 chats, et il y a un chat qui va dire mais alors lui je peux pas du tout. Et c'est viscéral. C'est viscéral, et c'est comme nous humains où des fois il y a des gens, on n'accroche pas. C'est exactement pareil. C'est pareil pour eux. C'est pareil pour eux. Et est-ce qu'il peut y avoir justement ces rapports de force au regard des femelles ou d'un territoire? Ça dépend des animaux, c'est vraiment ça. Mais généralement, ils vont pas parler de territoire, etc. Pour eux, leur place, elle est faite et ils peuvent tous vivre ensemble, c'est ok. C'est vraiment... c'est le côté où vous avez des chiens, des fois, qui vont se battre, mais ça n'a rien à voir. Dans la rue, vous voyez un chien en laisse
et vous avez la personne qui vous dit est-ce que c'est un mâle, est-ce qu'il est castré parce qu'il aime pas les mâles. Et en fait, juste en envoyant cette information, là, vous voyez que, pam, les animaux se battent. Et ça nous est arrivé, une dame qui passe avec son chien, elle me dit est-ce que c'est un mâle? Oui, il est castré. Ah, mais mon chien n'aime pas les mâles. Boum, c'est parti. Et le chien, en fait, a senti son stress, et hop, il est parti parce que j'ai dit, même moi, notre chien, il est pas agressif du tout. Mais c'est ce côté où il a senti le stress de son humaine, et hop, il est parti. Après, des fois, il y a des agressions qui vont encore plus loin, puisqu'on demande à l'animal pourquoi il a fait ça, et c'est en lien avec l'humain avec qui il vit. Donc, des fois, ça va beaucoup plus loin. Une simple agression, derrière, il y a toujours une cause, et on va la chercher en communiquant avec l'animal. D'accord. Et la cause n'est pas forcément en lien, parce que si j'écoute ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si l'interrelation qu'un chat a avec les autres chats, bon ok, je t'aime pas, je t'aime, bon, c'est une chose, mais c'est comme si quelque part ça n'avait pas de lien spécifique avec leur espèce même, mais plus en lien avec le rapport de leur humain. Ouais. Et c'est ça que je trouve assez étonnant. Un exemple, j'ai encore entendu récemment à la radio des études, il y a même des bouquins qui sortent sur les chats, comment communiquer avec votre chat. Alors pas avec la communication télépathique, mais des gens qui observent le comportement animalier de telle espèce et qui vont décrypter, décoder. Et cette fameuse, un chat, de toute façon, un chat n'est pas attaché à son maître. Ça pourrait être une autre personne, ça reviendra exactement au même. D'ailleurs, les chats sont attachés plus à leur endroit que aux personnes qui s'y vivent. Et les chats, pour rajouter encore un truc, c'est de toute façon autonome, indépendant, vous êtes là pour les servir. Ce que j'ai entendu dit professionnel, hein, bon, ok. Maintenant, j'ai le sentiment qu'en parlant avec toi et des exemples que tu es en train de nous donner, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, pour le coup. Donc, par rapport aux différents exemples que je viens de donner, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? En fait, quand on regarde avec nos yeux d'humain, c'est juste le comportement, tout ce qui nous envoie, oui, on a l'impression qu'ils s'en foutent et qu'ils font leur vie. Mais quand on communique avec eux, c'est là où on se rend compte que pas du tout. C'est juste un côté où des fois, ils ont cette liberté que nous, humains, on ne prend pas pour nous, mais eux ont cette liberté de ne pas être attachés. Pour eux, on est en lien, donc ils ne vont pas être en permanence collés à nous. Il y a des animaux qui vont être collés à vous, et il y en a d'autres, ils vont faire leur vie, et c'est pas pour autant que le lien n'est pas là. Mon chat n'est pas attaché à moi, enfin, n'est pas attaché. Jamais de câlin, hein. De temps en temps, c'est très rare, mais pourtant, on est en lien. Quand il a un truc à me dire, il vient, il me le dit. Et on est en lien, et il fait sa vie, il va chez les voisins, chez qui il veut, mais on a ce lien-là. Et pour autant, extérieurement, on pense que c'est un chat qui est pas attaché à sa maison, alors que si. D'accord. Donc, quand on parle d'attachement à la maison, par exemple, on dit les chats, l'essentiel, c'est pas tant l'attachement au maître, mais c'est surtout l'attachement à l'endroit. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors après, il y a des animaux qui vont partir de leur endroit parce que l'endroit n'est pas bon pour eux, ou parce que leur mission est finie avec la personne avec qui ils vivent, et donc ils partent d'eux-mêmes pour trouver un autre humain à qui il peut apporter son aide. Il y a des animaux qui prennent la décision de partir pour aller mourir, pour ne pas faire souffrir son humain. Il y a des animaux qui partent parce qu'ils ont quelque chose à faire comprendre à leur humain en leur disant « si tu changes pas ça, je ne reviens pas ». Et il y a des animaux qui partent parce que leur mission est finie avec les humains. Et il y a des animaux qui partent parce que sur le coup de la folie, ils ont voulu courir et là, ils se sont perdus. Ça arrive aussi. D'accord. Ok. Au regard de ce que vous êtes en train de nous dire, Hélène, c'est un autre univers. C'est-à-dire qu'entre ce que nous, on colle sur ce qu'on voit de nos animaux domestiques et ce que vous êtes en train de nous raconter, enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. La tendance à être l'image que vous me renvoyez. Ouais. En même temps, là, vous avez appris une bonne nouvelle, si je puis dire, par votre chat. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? J'étais en train de me réveiller et j'ai mon chat qui est venu en fait se poser sur la chaise à côté de moi et je lui dis
je parle avec mon chat, hein, je lui dis par télépathie, je lui dis ça va, tu vas bien et là, il est arrivé avec une baguette et il m'a tapé sur le ventre et il m'a dit maintenant il faut que tu te reposes puisque tu n'es plus toute seule. Et donc, j'étais pas au courant. Et quelques jours après, j'ai fait un test qui disait que j'étais enceinte. Donc c'est mon chat le premier annonceur de la bonne nouvelle. Félicitations déjà. Merci. Donc c'est génial. Et pour le coup, il y a une autre dimension qui s'ouvre, à savoir les animaux par rapport à leur perception vis-à-vis de nous. Que ce soit vis-à-vis des entités esprits qui sont là, présents. Combien de fois on a été à constater que son chat voit ou regarde à un coin de la pièce sans que nous ne voyions rien. Et notamment la faculté, d'après ce que vous êtes en train de nous dire, de nos animaux, je ne sais pas si c'est aussi valable pour les chiens ou tout animal, de sentir si vous êtes enceinte et de l'annoncer avant même que ça soit, on va dire, officiellement reconnu par la médecine. Donc cet univers sont totalement en lien pour moi avec ce que vous nous disiez sur l'accompagnement aux défunts. Et puis d'avoir changé, parce qu'un peu trop dur peut-être, avec l'accompagnement auprès des nouveau-nés. Et de cette capacité que vous avez avec les animaux à entendre ou à percevoir ce qu'ils disent. Et de voir comment eux se positionnent vis-à-vis de ces mondes intermédiaires. Entre aussi bien ceux qui sont disparus, qui nous ont quittés, et ceux qui arrivent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel rôle joue-t-il par rapport à ces mondes ou à ces univers, aussi bien pour les départs que les arrivées? Alors quand on communique avec un animal qui est décédé, moi c'est mon ressenti, ce que je vis, c'est beaucoup plus lent et encore beaucoup plus doux. C'est très léger quand ils nous envoient des informations. Ils vont passer des messages pour leurs humains, mais ils vont aussi des fois expliquer qu'ils ont envoyé un nouvel animal pour la personne. Ils disent c'est moi qui te l'ai envoyé. Et généralement je ne suis pas au courant, donc c'est assez bluffant. Des fois il y a des chiens qui disent non mais moi je suis aux portes, j'accueille les nouveaux arrivés, moi je fais les départs. Donc c'est assez particulier parce j'ai pas de preuves vraiment, c'est juste mon ressenti et ce que eux m'envoient comme information. Il y a des animaux, souvent c'est les chiens qui montrent qu'ils sont aux portes et qui accueillent, et il y a d'autres chiens qui renvoient des animaux sur Terre. C'est vraiment ce lien-là. Est-ce qu'il y a un lien entre les âmes défuntes dites humaines et nos animaux, entre guillemets, sur Terre? C'est-à-dire? Alors, exemple, sur la grand-mère ou le grand-oncle qui vient nous voir, etc., que voit l'animal et peut-être essaye ou tente de nous faire comprendre un message de ce défunt. D'accord. Parce qu'il y a certains animaux qui sont psychopompes, j'entends par là, qui sont des passeurs d'âmes et qui aident des âmes humaines à passer dans la lumière, si on peut dire. Donc c'est dans ce sens-là de voir finalement comment eux ils font le tampon ou l'intermédiaire entre des défunts et puis des défunts humains et puis leurs gardiens ou leurs humains à eux vivants. Alors souvent quand je vais chez les gens et que je communique, le chat me dit il y a encore une personne qui est présente ici qui est décédée. Il me dit il faut la faire partir, c'est pas sa place. C'est à 100%, tous les animaux vont dire c'est pas leur place, il faut les aider à partir. C'est vraiment le côté où pour eux, on est là un moment et quand on n'est plus là, on doit aller, ils disent là-haut, parce qu'on a autre chose à faire là-haut. On peut accompagner autrement. Et les animaux décédés disent la même chose aussi, c'est là-haut on peut aider autrement. Et vos animaux décédés continuent à rester en lien avec vous, même décédés. C'est-à-dire que demain, je communique avec un chat qui est décédé, il va pouvoir me raconter la vie actuelle de la personne. Donc ça, souvent, les gens me disent « Ah, mais comment vous savez ça ?» C'est lui qui me l'a dit, c'est tout. Ils sont toujours... ils montrent souvent comme s'ils écartaient un petit nuage. Ils vous observent, « Ok, tout va bien, je referme et je continue ce que j'ai à faire là-haut. » Il y a vraiment ce côté où ils ont un lien qui est là. Après, l'expliquer, je n'ai pas de réponse totalement, en fait. Ok. J'ai eu l'occasion de lire certains ouvrages sur le monde animal, et notamment par rapport aux âmes groupes. C'est-à-dire que
Alors, vous me dites si je me trompe, hein, parce que je pense que Il y tout a peut de tout. exister, c'est au cas par cas, et que dès le moment où un animal est en lien avec un humain, c'est comme s'il était en phase d'individualisation, à quitter un petit peu l'âme groupe qui gère l'espèce en question, et qui parle d'individualisation, on parle d'autonomie ou commencer à avoir conscience d'être, ce qui caractérise un humain. Ouais. Comme les dauphins ou les éléphants ou certains grands singes. Maintenant, pour peut-être des chiens ou des chats, il y a ce début d'individualisation qui pourrait se faire au contact des humains. Je ne sais pas si vous avez été je sais pas, faire des safaris photos ou peut-être dans des zoos, peut-être. Quoique l'humain est présent dans les zoos, donc c'est autre chose. Mais de voir la différence qu'il y a entre le côté sauvage, peut-être à avoir une taupe dans votre jardin ou de voir une biche, ou bref, j'en sais rien, la distinction qu'il y aurait entre les animaux sauvages et justement le fait que ces animaux, à un moment donné, côtoient l'être humain. Et qu'est-ce que vous avez peut-être pu noter, remarquer comme distinction ou différence? J'ai communiqué avec des baleines et des dauphins, mais en pleine mer. Et alors, les animaux sauvages vous passent toujours un message personnel, alors qu'ils ne vous connaissent pas. Donc déjà, c'est assez c'est bluffant. Et ensuite, ils passent un message pour les humains en général, en disant qu'on a perdu cette âme où la grand-mère nous guide. Les baleines me montraient que c'était la grand-mère qui les guidait vers le nouveau territoire, le nouvel endroit. Ils suivaient la grand-mère. C'était la grand-mère qui leur enseignait. Et ils m'ont expliqué que nous, humains, on a perdu ce côté où on nous enseigne ce qu'on nous a appris. Et elles comprennent pas en fait pourquoi on construit tant, pourquoi on détruit, pourquoi on jette tout ce qu'il y a dans la mer, et qui elles les dérangent énormément. Mais toujours avec tendresse et délicatesse. C'est ça qui est touchant chez les animaux sauvages. C'est qu'il y a un message personnel et un message global pour l'être humain. On dit pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec la planète, vraiment tout l'écosystème en fait. Vous avez eu l'occasion de vous connecter avec des âmes groupes ou Les baleines, c'était vraiment un groupe, et c'était ce côté, mais pourquoi nous, humains, on n'utilise plus tout ce cocon, toute cette force qu'on peut avoir tous ensemble? Alors, d'autres questions moi, qui m'interpellent forcément quand je vois bon nombre d'extrémismes aujourd'hui vis-à-vis de l'alimentation. C'est pas que je le cautionne, cet extrémisme, mais en tout cas, je peux l'entendre sur le fait qu'effectivement, dans certaines exploitations d'élevage, que ce soit chez les porcs, cochons, poulets, veaux, vaches, cochons, enfin la totale quoi. Ça c'est clair. J'ai une pensée tout de suite sur cette femme extraordinaire qui est atteinte du syndrome d'Asperger, autiste, Temple Grandin, qui ne mange que des flancs en gelée et qui a été élevée avec justement des vaches et a eu l'occasion, en tant qu'ingénieur, de mettre au point tout un système qui permet aux animaux d'élevage à aller à l'abattoir, mais avec le moins de stress possible. Et on l'a mentionné un tant soit peu là, sur le fait que nos animaux sont prêts à mourir pour nous, sans aucun problème, pour qu'on puisse continuer à avancer en conscience. Merci Tao. Là-dessus, je constate que la manière dont on envisage aujourd'hui notre alimentation est en train de changer. Le mouvement vegan prend de plus en plus d'ampleur, sans parler des végétariens, etc. Mais avec beaucoup de force. Voire de discrimination vis-à-vis de ceux qui mangent encore de la viande. Et j'aimerais avoir votre point de vue concernant justement peut-être notre rapport à la nourriture et de ce que vous avez peut-être pu entendre ou voir à travers les communications. Je ne sais pas si vous êtes appelé dans des fermes avec des chevaux, des vaches, etc. Alors les fermes, non. Enfin, j'en ai fait une, mais il n'y avait pas de vaches et ils ne tuent pas leurs animaux, donc c'était différent. Différent, oui. Mais en fait, pour moi, les gens qui mangent de la viande, les végétariens, etc., je peux pas me permettre de les juger parce que j'essaye d'être dans le non-jugement et chacun avance avec sa conscience au fur et à mesure. Il y a 5 ans de ça, je mangeais de la viande aussi, donc je peux pas me permettre de juger quelqu'un. La conscience, elle vient au fur et à mesure. Après, c'est sûr qu'il y a tout l'élevage
qu'on en fait l'industrie qui fait que on n'est plus en conscience avec l'animal, ça je suis d'accord. Après, il faut savoir que les animaux ont conscience qu'ils sont venus là pour mourir, mais c'est pour nous faire prendre conscience, nous humains, de ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où ils ont choisi de venir là pour aller à l'abattoir, ils en ont conscience dans les souffrances qu'ils subissent qui sont inimaginables, ça je suis d'accord, mais ils ont conscience. C'est vraiment pour que l'être humain prenne conscience de ce qu'on est en train de faire. Il y a pas, je peux pas juger en fait. Alors, est-ce qu'il s'agit d'arrêter de manger de la viande? Chacun est libre. Je pense que si on remonte des années en avance, on tuait l'animal nous-mêmes et il y avait une conscience quand on le mangeait. On le remerciait d'avoir donné sa vie. Maintenant, vous allez au supermarché, vous prenez votre jambon et vous partez. Donc, on a perdu cette conscience que c'est un animal derrière qui a été tué. C'est oui, je vais acheter du jambon. Oui, mais le jambon, qu'est-ce que c'est? Il y a un animal derrière. Alors comment est-ce que vous... bon, je sais que vous avez des chats, oui. Au moins deux. Hein. Oui. En tout cas, le mien, il ne se gênait pas pour choper les moineaux, hirondelles, pigeons, et puis de les ramener, de les manger, etc. Et là, que ce soit les oiseaux ou les chats, d'ailleurs, il serait intéressant de voir si la conscience ou l'état de conscience, parce qu'on va généralement associer la conscience à la taille du cerveau. Si avec un oiseau c'est aussi possible d'avoir une discussion dite classique, sachant que certains corbeaux sont quasiment aussi intelligents que des dauphins ou autres, je ne sais pas ce qu'il en est. Alors les perroquets pareil, par contre peut-être les plus petits oiseaux pour dire. Est-ce que la conscience s'exprime de la même manière? Je ne sais pas, mais je serais tout à fait curieux de savoir comment se passe le fait qu'il y a un prédateur et une proie. Et là, pour le coup, puisqu'on parle de conscience et de notre rapport à l'animal quand on le mange, comment ça se passe dans leur monde à eux qui sont pleins d'amour pour nous, quand mon chat va manger l'oiseau du jardin? C'est son instinct. C'est l'instinct de viande. Enfin, là, c'est eux qui parlent. Et en communication, des fois, les animaux disent je voudrais de la viande parce que j'ai pas assez de viande. Donc ça, c'est eux, ils choisissent de manger de la viande, mais c'est leur instinct. Donc je pense que nous aussi, on a cet instinct-là de manger de la viande, mais peut-être de réduire, puisque maintenant, on en mange énormément. C'est ce côté-là. Mais les animaux, c'est l'instinct d'aller, ils chassent, quoi. C'est la chasse. Alors, ça fait combien de temps maintenant que vous exercez, Hélène, en tant que, entre guillemets, professionnelle? En tant que professionnelle, ça fait 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Quel a été le rapport aux humains dans le fait qu'une jeune de 25 ans ouvre, je ne sais pas si on peut parler d'un cabinet, en tout cas, voilà, cette proposition, sachant qu'aujourd'hui, le rapport aux animaux, comme vous l'avez mentionné, pose beaucoup de questions sur l'alimentation, sur les conditions que nous avons de les aider, élever, accompagner, que des fois, ça peut peut-être prendre des proportions totalement surréalistes. J'entends que, je parlais anthropomorphisme de tout à l'heure, à savoir avoir son chien, le considérer comme un bébé, un enfant, lui mettre des vêtements, etc. Alors, j'en sais rien, je juge pas. Mais en tout cas, ça serait intéressant d'avoir l'explication de peut-être certains comportements humains qui sont totalement déviants, que ça soit dans leur rapport à l'alimentation, que ça soit dans leur rapport à leur animal de compagnie. Et comme vous l'avez mentionné quasiment au début de cette interview, finalement, quand on communique avec les animaux, ils ne parlent pas d'eux, ils parlent de nous. C'est quand même gonflé. Donc, c'est à se demander qui sont les plus adultes dans cette histoire. Voilà, donc, comment, justement, peut-être l'image d'une jeune de 25 ans qui peut proposer à des adultes, généralement humains, de dire voilà, je vous propose de parler de vous à travers votre animal, de corriger certains comportements, de vous expliquer pourquoi ci, pourquoi ça.
de peut-être travailler en partenariat avec des fermes d'élevage diverses et variées pour que ce retour à la conscience soit présent au sein des élevages. Ouais. Que quand on a veaux, vaches, cochons au sein de la ferme qui vont mal, qui ont des problèmes de santé, bah peut-être qu'ils seront les mieux placés pour nous expliquer, ou vous dire, Hélène, ce qui va pas, pourquoi, comment, etc. Et ce qu'ils attendent peut-être de leur gardien. Ouais. Au même titre que notre rapport à la nature, dans ce qu'elle a encore de plus ou moins de sauvage à l'état naturel, sans que l'être humain y incorpore quoi que ce soit. Je pense par exemple à la chasse, parce que là aussi, avec certains lobbies, on dit que l'être humain a besoin de limiter la prolifération de certaines espèces. Et puis dans d'autres, on va essayer de réintégrer le loup, l'ours, dans certains endroits, mais avec des problèmes avec ceux qui sont éleveurs, qui vont faire paître leurs brebis, leurs chèvres, leurs moutons à certaines altitudes. Donc voilà, comment faire en sorte de cohabiter? Et on voit que la place d'un communicant animal, enfin genre c'est énorme, hein, toutes les potentialités de là où on peut intervenir. C'est ça. Donc, comment est-ce que avoir une certaine forme de légitimité, parce que là aussi, dans notre société, un petit jeune de 25 ans, il communique avec les animaux, je le vois bien et je l'entends facilement. Hein. Alors, je ne sais pas, voilà. Je vous ai énuméré plein d'exemples pour voir comment déjà vous êtes perçus par les humains et de voir peut-être ceux qui ne font pas encore appel à vous pour X raisons. Comment je suis perçue? Y a les gens qui m'appellent et qui disent j'y crois pas mais j'ai envie de tester. Donc je dis ok, on fait la communication et à la fin de la com c'est toujours waouh, je pensais pas que c'était ça. Donc là je me dis c'est cool, j'ai réussi à les transporter avec moi. Les gens qui sont pas prêts, ils entendront pas de toute façon ce que je vais leur dire, donc je me dis que tout est juste et que c'est pas le moment. Après, par rapport à mon âge, j'ai jamais eu de... Souvent les gens, c'est quand j'arrive en rendez-vous, c'est « Ah, je pensais pas que vous étiez aussi jeune ». Donc je dis « oui ». Mais après, en commençant la communication et en apportant tout ce que je leur apporte, on oublie l'âge et c'est vraiment un échange qui est naturel. Il y a plus, j'ai plus de réflexion par rapport à l'âge. Puis après, il y a le bouche à oreille qui fait que les gens parlent de moi et on parle pas de mon âge, on parle juste d'Hélène, donc c'est positif. Après, j'ai nommé différentes branches, entre guillemets, d'activités potentielles entre la personne individuelle, les fermes ou peut-être des responsables de certains parcs régionaux, nationaux, réserves diverses et variées. Là, c'est pareil, en fait, je peux accompagner justement pour le bien-être de l'animal, mais de l'humain qui est derrière, comprendre des comportements, aider à améliorer et le travail de l'agriculteur avec ses animaux. Dans les zoos, c'est assez particulier parce que les animaux ne sont pas forcément heureux d'être... Des zoos ont fait appel à vous ? On a été en contact avec un zoo, mais il n'y a pas eu de suite derrière. Donc voilà. Pour le moment. Je vous ai coupé parce que de ce que vous alliez me dire sur les zoos, les animaux, c'est que vous êtes allé voir dans un zoo et vous avez communiqué avec les animaux. Par exemple, Marineland qui est à côté de chez nous, les animaux, les dauphins, ils en peuvent plus d'être dans un petit bassin. C'est vraiment le côté où ils ont une mission pour faire comprendre aux humains de faire autrement pour découvrir. Les gens qui emmènent leurs enfants dans des parcs ou dans des zoos, il y a une conscience de faire connaître à l'enfant ce qu'est le dauphin, etc. Donc, on ne peut pas les brimer là-dessus, mais par contre, de faire autrement, en adaptant les lieux par rapport aux besoins de l'animal, ça, c'est là où moi, j'aimerais intervenir. D'aider, mais j'ai contacté Marineland, je n'ai pas eu de réponse, mais j'avais demandé de venir sans jugement, mais pour les aider à faire évoluer les choses et à voir comment ils pouvaient faire autrement justement pour leurs animaux. J'adorerais que ça soit envisageable. Moi aussi, j'adorerais. Mais c'est une super belle démarche que vous avez eue. Et puis après, je donnais l'exemple de pouvoir réinstaurer. Il y a des problèmes monstrueux. J'ai eu l'occasion de voir là, parce que entre les ours dans les Pyrénées qui ont été remis
Et les éleveurs qui sont vraiment embêtés parce que ils aimeraient bien que ça leur pose pas de problème, mais quand il y a des dizaines de têtes de bétail qui partent à longueur d'année, sans télédogé potentiel vis-à-vis de l'humain, voilà, ça crée des problèmes. Donc même s'il y a un désir aujourd'hui de pouvoir redonner de la place voilà, à l'animal, au regard de la manière dont on s'est répandu, c'est pas forcément évident avec notre monde moderne, dit moderne. Et des éleveurs pensent voilà, qu'ils ont suffisamment perdu de bétail, où ils vont dire bon bah voilà, moi la prochaine fois je prends mon fusil et quand je vois l'ours, je lui tire dessus, hein, espèce menacée ou non, voilà. Donc c'est autant de possibilités pour vous. En plus, là où vous habitez, franchement, il y a de quoi faire entre la faune marine et puis dans les terres, les Alpes. Justement, ils ont réimplanté les loups aussi et il y a des problèmes avec les loups. Et vous n'avez pas contacté pour leur proposer là aussi? Pour le moment, moi, je peux vous encourager, même s'il n'y a pas de réponse, de ne pas hésiter. Après, c'est tout un écosystème. On réimplante des loups, oui, mais est-ce qu'il y a la nourriture pour les loups? Pour pas justement les emmener. Vers les humains. C'est tout ça, c'est tout le côté, on réimplante le loup, d'accord, mais le loup, il a des besoins. Est-ce que les besoins sont satisfaits du loup pour que, justement, le loup, il prend des risques aussi en descendant Bien sûr. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. Il n'y a pas que le côté où le loup vient manger, je l'entends et je le comprends, pour eux, je les comprends. Mais est-ce que derrière, on leur met suffisamment de nourriture au loup pour qu'ils puissent chasser, etc. On réimplante le loup, mais il y a d'autres animaux à réimplanter en même temps pour... recréer tout l'écosystème qui se casse la gueule, on va dire. Est-ce que pour vous, la chasse, comment vous l'envisagez? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est très compliqué pour moi, la chasse. Pourquoi? C'est on tue l'animal pour son plaisir. Pour vous qui a vraiment que du plaisir, il n'y a pas la nécessité de limiter l'expansion d'une espèce en particulier. Je pense que si l'écosystème est juste, tout se régule. Après, c'est que nous, humains, on commence à prendre beaucoup de place, donc forcément, on empiète aussi sur l'espace des animaux. Mais avant, pour moi, tout le monde vivait en harmonie et on trouvait des solutions. Après, de devoir en tuer, peut-être qu'on devra en arriver là, mais j'aimerais que ça se passe autrement. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc voilà, si en tout cas j'ai nommé toutes ces différentes possibilités d'intervention, c'est pour ceux et celles qui regardent cette émission et qui pensent peut-être justement près de chez eux à ces instances, de là où il y aurait des problèmes entre justement le monde animal et les humains, dans l'élevage, autant que dans la sphère individuelle, parce que j'imagine que pour l'instant, surtout, c'est dans cette sphère-là que vous intervenez. Oui, dans les centres équestres et chez les particuliers. Qu'est-ce qui caractérise pour vous les chevaux parce que là, pour le coup, quand on parle de centre équestre, on sort des zoos, on sort de la relation avec l'animal domestique, comme on peut avoir les chiens, chats qui ont une certaine autonomie. Ouais. Un centre équestre, là, c'est des chevaux dans des box, avec un regard bien spécifique de l'humain qui attend, entre guillemets, quelque chose du cheval. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a étonné peut-être de prime abord en communiquant avec des chevaux? Ils ont une force, ils ont une puissance qui est différente d'un chat ou d'un chien. Quand vous communiquez, c'est plus le ton est beaucoup plus ferme que les chats ou les chiens. Et puis en fait, c'est le même message. C'est des fois on me dit mais il saute pas les barres, j'en ai marre, il me fait mal. Et en fait, le cheval lui dit mais c'est juste parce que toi t'as ça et ça d'abord à faire. Donc il y a toujours, on en revient toujours au message à la personne. Et ce qui est assez bluffant, c'est que souvent dans les centres équestres, il y en a plusieurs qui montent le même cheval. Et des fois, il dit, mais moi, cette personne, je veux pas qu'elle me monte, c'est pas OK. Donc là, c'est à moi derrière de dire, là, cette personne, il n'y a pas l'affinité. Est-ce que vous pouvez la faire monter avec quelqu'un d'autre? Et des fois, on règle des problèmes aussi de comportement comme ça. Oui, c'est énorme. Ça peut aller très loin. On a fait dans une course hippique, le monsieur faisait que perdre. Il perdait avec les chevaux, donc il perdait de l'argent. Donc il a fait appel à nous. On était 2 personnes à y aller ce jour-là. Et tous les chevaux ont raconté sur sa vie, etc. Et lui ont expliqué qu'ils aimeraient aller au pré se reposer avant les courses et après avoir gagné la course.
Et lui nous disait, mais tant qu'ils gagnent pas, je ne les emmène pas au prêt. Donc voilà, là c'était le conflit. Et on est parti, on s'est dit, bon, on va voir s'il a entendu. Et une semaine après, depuis, il gagne les courses puisqu'il les a emmenés au prêt. Et ensuite, il y a eu la course et elles ont gagné. Et depuis, tout est OK. Alors, ce que vous proposez différentes choses. Alors, déjà, d'une manière individuelle, est-ce qu'il vous est nécessaire de vous déplacer? Alors, on peut faire à domicile ou à distance. La communication va être la même, sauf qu'il n'y a pas l'échange avec la personne. Donc, je fais mon secteur. La personne ou l'animal? Les gens aiment bien vous rencontrer aussi, donc du coup, c'est ce côté où voilà, on rencontre. Après, moi, j'aime bien être avec les animaux. Skype peut aider? Skype peut aider. Ça dépend des gens, parce que par téléphone, en fait, les personnes m'envoient la photo. Moi, je les ai au téléphone et on fait la conversation comme ça. Donc, la communication, elle est identique. Vraiment. La séance, elle va durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Après, ça dépend de l'animal, si tout est dit, si la personne elle a besoin de parler, d'être emmenée vers d'autres thérapeutes qui peuvent les accompagner, etc. D'accord. Est-ce que, j'allais dire, vous avez eu des retours des fois qui vous ont surpris de la part des humains suite à une consultation avec bien forcément un humain, mais... y a des gens qui ont... quand je les ai vus... leur vie était très compliquée, etc. Il y avait beaucoup de décisions à prendre. Ils étaient un peu perdus. Et on a fait la communication. Et 1 mois après, cette personne m'a dit, ça y est, la vie est belle, quoi. Elle avait pris les décisions que son chat lui avait dit qui étaient bonnes pour elle. Et depuis, tout va bien. Après, il y a des gens qui me renvoient des petits messages en me disant, je regarde mon chat autrement. Il y a une ouverture qui s'est faite suite à la communication. Et des fois, il y a des gens c'est rare, mais qui me rappellent en me disant ça n'a pas fonctionné, le comportement est toujours le même. Donc là, je dis ok, je me reconnecte avec l'animal et je lui dis est-ce que la personne a mis en place tout ce qu'on a dit? Et là, l'animal, 99% me dit non, pas du tout. Donc là, je rappelle la personne en lui disant mettez en place et une fois que vous avez mis en place, on se rappelle pour savoir si tout est ok. Et des fois, c'est pas ok parce que l'animal n'avait pas dit une petite info qui était importante et du coup je lui dis mais est-ce que j'ai loupé quelque chose moi en tant qu'humaine ou toi? Et donc l'info arrive et tout rentre dans l'ordre. Comment ça se passe maintenant d'un point de vue collectif? Parce que vous proposez justement à apprendre, vous enseignez à communiquer avec les animaux. Vous l'avez mentionné, c'est 10 maximum. Comment vous procédez dans peut-être la mise en situation? Qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme énergie? Et quel genre d'exercice vous mettez en place pour éprouver? En fait, on va travailler d'abord sur les émotions de chaque personne. Enfin, on fait tous en même temps, on fait un travail sur les émotions pour que les personnes puissent savoir comment elles fonctionnent, les émotions qu'elles vont pouvoir ressentir, à quoi elles correspondent chez elles. On va faire un travail après avec l'animal sur photo, de les emmener en communication une première fois pour qu'elles touchent de l'intérieur. On fait des exercices en fait pour relâcher le corps. C'est vraiment un côté où on crée un cocon. C'est le cocon familial où on est un noyau et on avance tous ensemble. Et c'est vraiment de la théorie et de la pratique pour vraiment vivre la chose à 1000%, quoi. C'est le samedi, si vous voulez. Le matin, on fait théorie, pratique. 2 jours. C'est 2 jours, ouais. Et l'après-midi, les gens communiquent déjà avec des animaux. Et le dimanche, les gens font que des communications animales. Et après, y a un suivi. On envoie le protocole qu'ils ont eu pendant le stage, on leur envoie. On se retrouve pour faire des journées, pour pratiquer. On est toujours en lien, il y a toujours un lien derrière. Ou pas, si les gens veulent pas, ils font après de leur côté. Mais généralement, il y a eu un lien tellement fort qui s'est créé qu'on reste tous en lien. Est-ce que vous êtes en lien avec des collègues? Oui. Combien? Une. Ouais. Une parce que son travail est, pour moi, correct. On travaille de la même façon. Et elle a monté une association pour la défense des animaux, etc. Et elle voyage en Inde, elle rencontre les éléphants, etc. Donc,
C'est une belle personne aussi. Elle s'appelle Joy Fromental. Donc les gens, si vous voulez, il y a son association sur Internet. Et j'ai partagé sa vidéo aussi sur mon Facebook, etc. pour la faire connaître. D'accord. Ah, c'est aussi à l'échelle internationale, il y aurait beaucoup à faire. Ouais. Donc c'est très beau ce qu'elle fait, donc j'invite les gens à aller voir aussi. D'accord. Donc lorsqu'on fait ces stages de 2 jours pour apprendre la communication animale, finalement ça porte le nom de communication animale, mais ça pourrait se faire potentiellement, c'est réapprendre la capacité qu'a l'être humain d'utiliser la télépathie. Se reconnecter à soi en fait. Vraiment ça. Alors peut-être que Hélène, les personnes ne comprennent pas en quoi c'est se reconnecter à soi que de développer cette télépathie. En fait, moi je dis souvent, on a tous le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur qui a été déçu ou brimé pendant son enfance. Et du coup, comme une prise, on s'est débranché de nous-mêmes pour avancer dans la société parce qu'il faut payer les factures, etc., faire plaisir à maman, papa. Et ce stage permet de se reconnecter avec ses vrais désirs, ses vrais besoins, mais personnels. Et c'est le côté où le fait de s'écouter, les gens vont beaucoup évoluer puisqu'ils vont aller vers ce qui leur plaît vraiment. C'est vraiment le but, c'est se reconnecter à soi. Comment votre famille... alors, pour votre mère, pas de problème, mais pour vos 2 sœurs et votre père, de la personne que vous êtes devenue, de ce que vous faites, quel regard porte-t-il dessus ? En fait, suite à tout ça, ils se sont éveillés en même temps que moi, je pense. Donc du coup, mes sœurs ont changé de métier. Et mes parents sont hyper fiers de ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Tout le monde s'est éveillé. Oui, et puis maintenant, ça y est, il y a une nouvelle qui va arriver dans la famille, donc c'est super. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais essayer de voir avec vous. Alors, c'est des questions, je ne sais pas si vous avez la réponse. Mais bon. Vous nous disiez au tout début de cette émission, vous intéressez au bouddhisme et dans la notion de réincarnation. Pour vous, un animal, quand il part, est-ce qu'il y a cette notion d'évolution, peut-être, entre, je mentionnais tout à l'heure, le fait que certains animaux proches des humains ils commencent à devenir dans cette individuation avant peut-être de s'incarner la fois d'après en humain, ou peut-être que c'est autre chose, j'en sais rien, pour certains bouddhismes. Il y a l'être humain qui peut redevenir ou s'incarner dans un ver de terre. Que sais-je. Bon, est-ce que vous avez eu l'occasion de parler de ces sujets-là, par pure curiosité ou pas? Non. Ok. J'ai jamais posé la question. Mais souvent, des gens me demandent et j'ai pas la réponse. Je sais pas. C'est sûr que si vous ne posez pas la question, mais apparemment, si vous ne l'avez pas fait, c'est que peut-être ça ne vous intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas. C'est en fait, c'est quand je suis en communication avec un animal décédé, c'est la personne qui est là et j'écoute seulement l'animal, je vais pas lui poser de questions. Donc du coup, je me dis, s'ils nous le disent pas, c'est que pour le moment, on doit pas savoir. Peut-être qu'un jour, il y a un animal qui me dira, on peut se réincarner, etc. Mais pour le moment, j'ai pas la réponse. Vous pourriez peut-être poser la question directement à un de vos 2 chats. Aussi. Peut-être qu'ils ont des réponses par rapport à ça. J'avais lu certains ouvrages où on parlait de certaines âmes d'humains évolués qui descendaient prendre ou incorporer un animal, mais pour aider le règne animal en question à évoluer en conscience. Eux aussi, ils ont... Alors, j'ai eu ça avec mon chat, celui qui s'appelle Mali. Lui, quand je l'ai eu, il m'a dit qu'il descendait d'une planète qui s'appelait Urion, de l'étoile, pardon, Urion, et qu'en fait, il était mon frère. Et vu qu'il connaissait et qu'il savait tout ce que je pouvais faire, le potentiel, il était venu sur Terre pour m'accompagner. Donc, sous forme de chat. Sous forme de chat. Donc, par rapport à mon chat, oui. Après, est-ce qu'en général, je ne sais pas. D'accord. Et sur le fait notamment que il y a une âme qui va s'incarner bientôt, ça a commencé, bref. Et de voir peut-être dans quelle mesure les animaux peuvent être vis-à-vis de la naissance pour un homme ou une femme,
j'entends aider de futurs parents à accueillir cette âme et de peut-être envisager ce que l'animal peut faire pour aider à l'évolution du couple, voire à l'accueil de la naissance de ce nouvel arrivant. Alors bon, pour vous c'est très récent, Ouais. je ne sais rien, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peut-être des femmes enceintes et d'avoir des retours de leurs animaux ou peut-être lors d'un stage de communication animale, parmi les 10 personnes d'avoir une femme enceinte et que cette dernière se retrouve à avoir certains messages importants au regard de l'événement qui s'en vient? Est-ce qu'il y aura quelque chose peut-être à dire? Alors ça nous est arrivé, il y a une dame qui m'a appelée parce que sa chatte était partie, avait disparu. Et donc j'ai communiqué avec elle, elle me dit non, je suis pas loin. Donc cette dame est enceinte de 6 mois, elle attend des jumeaux. Et la chatoune nous expliquait en fait qu'elle ne reviendrait pas tant qu'elle n'aurait pas parlé avec son mari, puisque il y avait un problème en fait dans le couple, le côté où elle l'écoutait plus, où il y avait énormément de tensions. Et elle lui a dit moi je ne reviendrai que s'ils se parlent tous les deux. Donc j'ai appelé la dame, on lui a envoyé le petit mot. Et 2 heures après, elle m'a envoyé un message en disant la chatoune est rentrée. Elle fait la tête mais elle est rentrée. Et eux venaient juste de finir de discuter ensemble. Donc ça peut... La chatte lui a dit si tu l'écoutes pas, si tu n'écoutes pas ton mari, il y a un moment donné, il va partir à la naissance des enfants, tu vas te retrouver seule. Donc ah ouais, ça peut être vraiment important pour ce qui est des messages. C'est assez impressionnant de voir à quel point on est transparent pour eux. On est on est un livre ouvert. Souvent je dis ça. C'est vraiment une connexion qui est faite d'âme à âme. Donc l'animal, lui, va se connecter à notre âme et il nous connaît. À l'intérieur, on n'a aucun secret pour eux. Mais ils peuvent remonter jusqu'à votre enfance. C'est pas juste le moment présent. On retourne depuis la naissance. Ok. C'est comme un scan et ok, là il y a un blocage par rapport à ça. Tac. Et là, en com, ça sort. C'est vraiment ça. Ok. Ce qui est génial dans ce que vous nous dites, c'est qu'on pourrait carrément se passer de psychothérapeutes dans cette histoire. Je pense qu'ils sont nos plus grands enseignants pour le coup là-dessus. Et moi, ce à quoi ça me renvoie, c'est vraiment que l'être humain a tendance à se mettre en situation de supériorité vis-à-vis de ces animaux et de voir à quel point ces derniers peuvent nous enseigner quand on arrive à se mettre à leur portée. Alors ça se fait de plus en plus, je pense qu'il y a un éveil général qui se fait à ce niveau-là, mais de voir que vraiment cette communication peut nous enlever un voile supplémentaire et à quel point ça peut nous changer la vie. Si en plus de surcroît vous nous dites que toute personne qui vient faire un stage avec vous à la fin, elle repart et elle sait communiquer, elle l'a éprouvé, expérimenté, voilà, qu'est-ce qu'on attend quoi. Bon je ne manquerai pas de venir vous voir un de ces 4, Pas Hélène. de problème. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Ça marche. J'aimerais aussi mettre en perspective que vous faites des conférences. Oui. Alors cette émission sort, pour ceux et celles qui nous regardent, en juin 2018. La prochaine actualité concernant vos conférences, où est-ce qu'on peut vous voir? Ça se passe quand? Où? Alors je vais venir sur Paris, mais pour faire un stage au mois d'octobre, le 13 et 14 octobre. Après pour les conférences, pour le moment, dans la région parisienne, etc., j'en ai pas. C'est plus sur Nice, mais toutes les conférences sont nommées en fait sur mon site internet. Pour le moment, il y a des dates qui sont en cours de décision. D'accord. Donc pour l'instant, les conférences que vous faites, c'est surtout dans le sud? Oui, pour le moment, oui. Et si on vous appelle pour faire ça dans le nord? Alors si on m'appelle, en fait, c'est que j'ai le trajet. Donc je veux bien faire la conférence, mais derrière, essayer de faire un stage pour... voilà. Entre autres, il y a un stage en même temps. C'est ça. D'accord, donc il y a des personnes qui adoreraient réaliser ça. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Sans doute, ok. Donc pour vous contacter, je le rappelle, www.hélène-cellier.com. Hélène sans les accents, le tiret c'est le tiret du 6, Cellier SE2LIER.com. Hélène, je ne peux que vous dire un grand merci. J'aimerais, parce qu'il reste quelques minutes, limite 5 minutes, ce qui est pas rien, j'ai le sentiment d'avoir fait le tour. Et j'ai pas envie de tourner autour du pot pour répéter. Est-ce que vous souhaiteriez nous faire part de quelque chose?
je sais pas. C'est voilà, ouvert, total. En fait, je pense que après l'interview, les gens vont voir leurs animaux, vont les regarder autrement. Et juste pour ça, déjà, moi, je suis hyper contente. C'est mon but. Et après, on fait petit à petit, chacun à son niveau. Donc, on fait du mieux qu'on peut avec nos animaux tant qu'on n'a pas cette conscience-là. Et une fois qu'il y a la conscience, derrière, on bifurque et on fait autrement. Mais les animaux nous en veulent jamais. Ils n'ont pas de rancune. Donc, on fait du mieux qu'on peut au fur et à mesure. Ce qui est génial, pendant que vous me racontiez ça, je me disais, en fait, vous pouvez déjà communiquer avec votre enfant, là ? Là, non. Non, pas là. Non, vous avez essayé ou pas ? Oui, j'ai essayé déjà. Je pense que tant qu'il n'y a pas l'âme, j'ai des perceptions, mais c'est pas encore défini. En tout cas, je veux bien croire que finalement cette communication peut s'instaurer dès que ça sera possible pour lui. Oui, c'est ça. Ou elle. Hein oui. Mais je l'ai fait avec une femme enceinte pendant un stage. J'ai communiqué avec son bébé dans son ventre. Et il lui expliqué pourquoi il était venu, pourquoi il les avait choisis, comment il allait être au niveau du caractère, etc. Et j'ai recommuniqué avec lui après sa naissance. Et le caractère, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de communiquer avec des êtres humains et de communiquer, je dirais dire, un peu avec leur âme ? Je pense que c'est un blocage que je me suis mis. Vous avez essayé donc ? En fait, je le fais automatiquement avec des personnes avec qui je vais faire des soins énergétiques. Les gens avec qui je vais faire des soins énergétiques, je vais avoir des infos qui viennent. Donc je peux les guider, mais des gens comme là, je peux pas... Je pense que j'ai bloqué. Je me suis mis une petite barrière par rapport à ça, je suis pas OK. Pourquoi ? D'accord. Je sais pas. D'accord. Donc bon, c'est l'occasion de donner une information que je n'avais pas donnée, donc vous faites des soins énergétiques ? Oui. Mais je me concentre plus en fait sur l'humain, enfin sur l'animal en soins énergétiques. Donc vous ne souhaitez pas en parler Après, c'est plus pour la famille, en fait, les amis proches, etc., où je fais des soins. Après, s'il y a des gens qui veulent, on peut en discuter et voir leurs attentes. Ça sera au cas par cas, quoi. Voilà, pour voir si moi, je peux les accompagner. Sinon, je les dirigerai vers d'autres personnes. Qu'est-ce qui serait important pour vous dans ce cadre-là ? Savoir les attentes, en fait, de la personne. En écoutant, j'entends. Si c'est moi ou je ressens, en fait, énormément les choses. Et si je sens, je vais dire, OK, je peux, ou OK, c'est quelqu'un d'autre. C'est au feeling, quoi. C'est vraiment ça. Super. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir fait cette route. Merci. Pour nous parler de ce sujet, moi je suis ravi parce que c'est vraiment la première fois. Je vous sens très ému, c'est bizarre. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, moi je le suis à l'aune de la belle personne que vous êtes. Merci. Et de nous avoir parlé avec autant de simplicité et d'amour de ce monde-là qui nous entoure et qui nous remet en lien avec nous-mêmes aussi, je pense. Donc je ne peux que vous souhaiter plein de bonnes choses, aussi Merci. bien pour ce futur événement que pour tous les retours que vous aurez de cette émission qui j'espère, voilà, ça sera, généralement on dit, je rajoute encore, désolé, on dit qu'un enfant qui arrive, c'est la vie qui change radicalement au sein d'un couple, avec plein de cadeaux qu'on soupçonne même pas. Et je pense que ça y contribue et que ça fait partie du cadeau. Ouais. Il y aura une belle aura à lui, il va vous propulser bien comme il faut. C'est le moteur. Ouais, c'est clair. Ouais. Écoutez, à une prochaine, je pense. Oui, avec grand plaisir. Merci Hélène. Merci. Voilà, vous tous, pour cette émission qui se termine. Je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, un commentaire, bien évidemment. Si vous souhaitez des compléments d'information, arrêtez de me dire et de poser des questions dans les commentaires dans YouTube. Vous allez sur la page qui est en lien dans le descriptif, vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations, à savoir le site d'Hélène, son numéro de téléphone, vous avez son email, vous avez la totale. Donc n'hésitez pas à aller dessus pour avoir les détails. Je vous rappelle que si vous avez apprécié cette émission, au même titre que nos programmes d'une manière générale, n'hésitez pas là aussi à nous donner
1 euro peut-être par mois, c'est pas grand-chose, mais quand vous êtes déjà plus de 19 000 à être abonné à la chaîne YouTube, ça nous aiderait. Ça m'aiderait moi à me verser un salaire, j'en serais ravi. Donc voilà, un peu de bonne volonté, 1 euro par mois, c'est pas énorme, c'est même pas le prix d'un café. Donc merci par avance de nous suivre, de nous écouter, de partager, et à une prochaine, le mois prochain, pour un nouvel Espace Thérapeute. Au revoir à tous.